Comment réagissez-vous aux signaux venus de l'espace? Êtes-vous sceptique, optimiste ou craintif à l'idée d'une situation comme dans Independence Day 1996 et vous ne voulez vraiment jamais lever les yeux et voir une armada de vaisseaux extraterrestres hostiles? Hubble, abonnez-vous. Quoi qu'il en soit, les astronomes continuent de tenter de trouver des exoplanètes et leurs instruments captent de temps en temps des signaux d'origine inconnue. Tout récemment, le 10 juin 2024, les scientifiques australiens Emil Lank et Manisha Caleb ont détecté quelque chose d'étonnant. Un signal dont l'origine et la structure sont presque impossibles à expliquer. Qu'est-ce que c'est? Un autre faux? Absolument pas. Les résultats de l'événement ont été immédiatement publiés dans la prestigieuse revue Nature Astronomy. Le message indique qu'un télescope australien a capté un signal extraterrestre qui a duré 54 longues minutes. Il a immédiatement été baptisé du nom du télescope qui a enregistré l'événement, ASCAP J1935+20 et 1,48. La pureté inhabituelle du signal a tout de suite sauté aux yeux. L'univers compte de nombreux objets qui émettent des impulsions exotiques, mais celles-ci se caractérisent généralement par une fréquence très élevée, comme celle provenant des étoiles à neutrons en rotation rapide. Ici, la situation est diamétralement opposée. Le signal est un mélange intéressant. D'abord, il y a une brève impulsion, puis un silence inquiétant, et la troisième partie consiste en de longues impulsions pouvant durer jusqu'à 50 secondes avec une polarisation linéaire. C'est précisément la fin de ce signal provenant d'une source inconnue qui déroute les scientifiques. En fait, la troisième partie de ce message étrange ne correspond à aucun signal que nous ayons reçu auparavant. S'il pouvait être entendu, il sonnerait à peu près comme ceci. Quoi peut l'émettre? Le principal paramètre permettant de caractériser le dernier tiers du signal enregistré est son artificialité. Qu'entendent les scientifiques par là? Pour expliquer cela, prenons un exemple concret. La Terre, comme tout objet dans l'espace, émet certaines ondes. Notre planète, habitée par des êtres intelligents ayant créé d'innombrables appareils au fil des siècles, envoie dans l'espace des messages très différents de ceux de la Lune. De tels signaux peuvent être considérés comme l'empreinte de la planète Terre, qui, sur fond d'émission d'un corps céleste inanimé, apparaîtra comme quelque chose d'artificiel. L'aura terrestre est une sorte de bouillie composée de milliards d'impulsions différentes, allant de votre série préférée jusqu'aux échos du fonctionnement d'appareils de haute précision. Comment avons-nous appris que c'est précisément la Terre qui émet vers l'extérieur? C'est la sonde Odyssée qui nous l'a révélé. En quoi consiste cette mission? C'est le premier engin spatial privé de l'histoire à s'être posé sur notre satellite, mais même si l'atterrissage à Akita a été en douceur, cela n'a pas fait de la mission un succès. Quelque temps après l'alunissage, Odyssée s'est renversé sur le côté et a continué à observer l'environnement depuis cette position inconfortable, car ses instruments ne se sont jamais éteints. On ne sait pas encore quel bénéfice la sonde apportera à l'avenir, mais en s'approchant de la Lune, elle a déjà aidé les astronomes terrestres. En effet, en descendant, l'appareil a orienté son antenne vers la Terre, et ainsi, les scientifiques ont pu entendre quelle cacophonie de sons nous envoyons dans l'espace. Pourquoi avez-vous besoin de cette info? Pensez-vous que le signal atypique ASCAP J1935+2 pourrait être la même cacophonie que celle de l'empreinte de la planète Terre? Cela signifie-t-il que nous avons détecté des signaux d'un corps céleste habité par des êtres intelligents? Manisha Caleb, co-auteur de l'étude, pense qu'un tel signal ne venait probablement pas d'un seul objet. Parmi les autres sources probables, on propose également des magnétars ou des naines blanches. La région d'origine du signal est densément peuplée, avec de nombreuses étoiles à neutrons, des trous noirs et autres monstres galactiques, tous susceptibles d'être la source du signal ASCAPJ1935+20 et 1,48. Voyons cependant la situation autrement. En statistique, il existe un terme appelé « biais du survivant ». En bref, il s'agit d'une distorsion cognitive qui donne aux chercheurs une image erronée d'un phénomène ou d'une expérience.
Pour les signaux venus de l'espace, cela suggère qu'il existe peut-être bien plus de salutations galactiques, mais nous n'en avons détecté qu'une, faute d'avoir recherché ce type de signaux. Qu'en penses-tu, Elon Musk? D'ailleurs, à propos de lui, il ne fait aucun doute qu'il donnera son avis sur le signal récemment reçu, mais lors d'une conférence précédente, le milliardaire a clairement exprimé sa position concernant l'existence de la vie extraterrestre en général. Il a choisi le langage des faits et a informé le public qu'aucun des 6000 satellites Starlink, depuis leur mise en service, n'a jamais été contraint de modifier sa trajectoire ou son mode de fonctionnement à cause d'un événement extérieur ou d'une rencontre avec quelque chose d'extraterrestre. De cela, Elon Musk a conclu qu'au moins, en orbite terrestre, il n'y a absolument aucun extraterrestre. Mais cela concerne la Terre, alors que l'univers ne se limite pas à notre planète et le signal ASCAP-J 1935+2 1148 vient de très loin. Peut-on conclure à l'existence des extraterrestres à partir de ces données? Comme l'a dit le célèbre physicien Enrico Fermi, où sont-ils tous? On compte plus de 50 explications au paradoxe de Fermi, mais beaucoup sont désormais obsolètes. Aujourd'hui, les scientifiques penchent pour deux explications principales. La première est la suivante. Les extraterrestres existent, mais ils sont trop éloignés de nous, pour ainsi dire, hors de portée de nos instruments. La deuxième explication est plus inconfortable à accepter. Elle s'énonce ainsi: la Terre est un zoo global, c'est-à-dire que l'on nous observe simplement de l'extérieur. L'astronome John Ball a formulé en premier la théorie du zoo à l'échelle cosmique. Il affirmait que l'univers est peuplé d'êtres intelligents, plus avancés intellectuellement que nous. C'est précisément pour cette raison qu'ils ne se précipitent non pas pour entrer en contact direct avec nous, mais préfèrent observer les terriens comme des animaux dans un zoo. L'idée d'une telle observation est aussi mentionnée dans le roman de Stephen King, Sous le dôme. Et bien que l'œuvre mette davantage l'accent sur les nuances des interactions humaines dans un espace clos, à la fin du roman, Stephen King décrit tout de même le contact entre des représentants de l'humanité et des extraterrestres qui les observent à travers le dôme. Qu'en pensez-vous? Il est possible que nous soyons constamment observés par des êtres infiniment plus intelligents et évolués que nous. Alors, de qui provenait le signal ASCAP J1935+20 et 148? Les terriens eux-mêmes ont aussi envoyé à plusieurs reprises des messages dans l'espace. Souvenez-vous du message d'Arecibo, envoyé depuis l'observatoire d'Arecibo à Porto Rico en novembre 1974. Il contenait des informations incompréhensibles pour une personne ordinaire, présentées schématiquement. Ainsi, il est possible que les extraterrestres n'aient rien compris à un tel message. Aimeriez-vous que le signal ASCAPJ 1935+20 et 148 proviennent réellement d'une planète densément peuplée, ou espérez-vous secrètement l'arrivée des extraterrestres sur Terre? Les partisans de cette théorie sont convaincus qu'une armada de vaisseaux spatiaux apparaîtra bientôt dans le ciel terrestre, mais qu'en réalité, il s'agira d'un gigantesque hologramme. À l'intérieur, il y aura des chasseurs qui détruiront réellement des villes paisibles. Vous vous demandez peut-être pourquoi une simulation créée avec des satellites serait nécessaire. Les adeptes de la théorie du rayon bleu pensent que de cette manière, il sera beaucoup plus facile de contrôler l'humanité, et qu'en simulant une invasion extraterrestre, le gouvernement mondial tentera d'instaurer un nouvel ordre social. Si l'on retire les avions de combat de ce scénario et qu'on imagine de véritables vaisseaux extraterrestres à la place, la situation ne devient pas meilleure. Mais revenons au signal extraterrestre reçu par les Australiens. Qu'est-ce que cela pourrait être ? Outre les candidats spatiaux probables, des causes d'alerte terrestres pourraient également être impliquées dans l'origine de ces impulsions. Il est déjà arrivé que des équipements ultrasensibles prennent pour des signaux extraterrestres le bruit et les vibrations d'un camion passant à proximité ou les impulsions d'un four à micro-ondes. Cependant, comme indiqué au début de la vidéo, il ne fait aucun doute sur l'authenticité du signal reçu par l'observatoire australien. Les problèmes ne concernent que son interprétation. Quelle est la probabilité qu'une vie intelligente existe dans l'espace? Peut-on espérer recevoir des signaux extraterrestres intelligibles? D'un point de vue mathématique, à la lumière des recherches récentes, la situation apparaît plus optimiste que ce que les scientifiques pensaient auparavant. On estime qu'en réinitialisant la Terre à ses conditions d'origine, une vie primitive finirait par émerger avec le temps. Concernant la vie intelligente, la probabilité chute à 45%.
Les mathématiciens ont obtenu à peu près le même résultat concernant l'apparition de la vie dans l'univers, notamment sous des formes intelligentes. Il n'est donc pas insensé d'attendre des signaux intentionnels de l'espace. Sommes-nous capables de comprendre qui veut nous dire quoi et ce qu'on essaye de nous transmettre? Quel avenir pour l'humanité dans la surveillance de l'univers afin de détecter une vie intelligente? Ce sont les télescopes en orbite qui sont capables de répondre à cette question. Ces appareils en orbite terrestre peuvent explorer les origines de l'univers et aider à détecter une trace de vie extraterrestre. Actuellement, James Webb travaille sans relâche sur ces tâches et bien d'autres sans jamais reposer ses miroirs. À l'avenir, une avancée incroyable nous attend dans ce domaine. En fait, en 2014, la construction d'un télescope incroyablement grand a commencé et ce n'est pas une figure de style. L'appareil porte d'ailleurs ce nom, Overwhelmingly Large Telescope, Overwhelmingly Large Telescope. Un miroir de télescope plus grand est considéré comme plus efficace. Eh bien, le miroir de le Overwhelmingly Large Telescope a un diamètre de 100 mètres, ce qui signifie que pratiquement tous les miroirs des télescopes terrestres existants à ce jour pourraient tenir sur son disque. En raison de la grande complexité de construire un tel appareil, les ingénieurs ont dû choisir des projets moins ambitieux. Mais tôt ou tard, ce télescope géant impressionnant sera tout de même mis en orbite autour de la Terre. C'est pourquoi il ne faut pas désespérer. Si ce n'est pas nous, nos enfants ou nos petits-enfants verront sûrement les premières photos détaillées de mondes extraterrestres, des exoplanètes géantes gazeuses et recevront et décrypteront les précieux messages extraterrestres tant attendus. Nous sommes à la fois chanceux et malchanceux. Nous avons la chance de ne pas vivre à l'époque où les gens pensaient que la Terre était plate. D'un autre côté, nous sommes encore très loin des technologies des films de science-fiction, des fermes sur Mars, des moteurs à antimatière et bien plus encore. Ce sont justement ces derniers qui nous permettraient de voyager à travers les vastes étendues de l'espace sur de très longues distances. Mais que se passerait-il si à l'avenir, l'humanité n'arrivait pas à créer des technologies aussi avancées? Qu'adviendrait-il de nous? Allons-nous vraiment ne jamais réaliser nos fantasmes de... Le fait principal que nous devons savoir, c'est que nous ne pouvons pas voyager plus vite que la lumière. Ceci contredit la relativité restreinte d'Einstein. Et il serait problématique pour un vaisseau spatial hypothétique de se déplacer à une vitesse inférieure à celle-ci, ne serait-ce qu'en tenant compte du fait que l'équipage du vaisseau aurait le temps de vieillir et de mourir plusieurs fois. Après tout, la largeur de la Voie lactée atteint 100 000 années-lumière. Pour vraiment atteindre le bord de notre galaxie, il nous faudrait un vaisseau spatial capable d'assurer la présence de plusieurs générations à son bord. Une autre option serait d'ajouter la capacité d'accélérer jusqu'à 80% de la vitesse de la lumière. La dilatation relativiste du temps est cruciale ici, car elle ralentit l'écoulement du temps à bord du vaisseau. Cependant, même avec cette option, il existe des difficultés majeures. Pour que le vaisseau atteigne une telle vitesse, il faudrait utiliser des moteurs spéciaux, à base de matière ou d'antimatière, ou encore, par exemple, l'énergie des trous noirs. Vous comprenez sûrement qu'il est irréaliste de faire cela aujourd'hui, sans garantie que ce sera possible plus tard, ce qui limite nos possibilités. Imaginons comment nous agirions si nous devions quitter la Terre de toute urgence. Par exemple, en cas de catastrophe imprévue, la National Aeronautics and Space Administration déciderait de déplacer le plus grand nombre possible de terriens vers l'exoplanète la plus proche de nous, Proxima Centauri b. Et actuellement, en théorie, nous sommes capables de construire un vaisseau spatial atteignant seulement 10% de la vitesse de la lumière. Il était même difficile d'imaginer les coûts d'un tel vaisseau. Ainsi, il nous faudrait 42 ans de voyage pour atteindre l'exoplanète. De nombreux membres de l'équipage ne survivraient pas jusqu'à l'arrivée et ceux qui y parviendraient en seraient très âgés. Nous pouvons bien sûr compter sur les technologies de cryonie, mais il est peu probable que ce domaine progresse de manière significative dans les années à venir. Et encore une fois, nous revenons à la nécessité d'embarquer plusieurs générations à bord du vaisseau. Si nous décidons de construire un vaisseau générationnel, alors le moteur jouera ici un rôle décisif. C'est lui qui déterminera combien de générations devront être embarquées. Combien de provisions et de technologies seront nécessaires pour maintenir la vie pendant une période aussi longue. Qu'est-ce que l'humanité possède actuellement, non pas en théorie, mais en pratique? À l'heure actuelle, le moteur le plus puissant est celui de la sonde Parker Solar Probe, qui utilise de l'hydrazine, un type de carburant pour fusée, et de l'énergie électrique pour l'accélération. La vitesse maximale du moteur est de 700 000 km/h. D'après nos calculs,
qui prennent également en compte la taille approximative du vaisseau, il nous faudrait seulement 6300 ans pour atteindre Proxima Centauri b. 6300 ans, c'est environ 200 générations. Comme vous pouvez l'imaginer, nous ne pouvons pas être sûrs que tout se passera comme prévu sur une période aussi gigantesque et que nous éviterons divers imprévus. Dans ce cas, nous devrions envisager une option de moteur qui accélère la fusion nucléaire. Dans ce cas, la vitesse devrait être plus élevée, bien que, là encore, il soit très difficile de mettre en œuvre de telles technologies. C'est pourquoi il nous serait assez difficile de créer un moteur relativement petit pour un vaisseau spatial. Cependant, nous avons plutôt bien maîtrisé la technologie des explosions thermonucléaires. Grâce à cela, les appareils peuvent y apprendre de la vitesse sans avoir besoin d'une réaction prolongée. La vitesse maximale d'un tel moteur peut atteindre environ 30% de la vitesse de la lumière, mais le plus souvent, elle est tout de même inférieure, bien inférieure, autour de 10%. Cependant, compte tenu de l'urgence de la création d'un vaisseau spatial, cela pourrait être environ 3% de la vitesse de la lumière. Dans ce cas, le trajet jusqu'à Proxima b ne prendra que 140 ans et il nous faudra 4 à 5 générations. Nous devons prendre en compte les deux options, la pessimiste et l'optimiste, soit 6300 ans et 140 ans. En fait, il est nécessaire que nous ayons un plan clair au cas où le pire scénario se produirait. Beaucoup de choses dépendent du type de moteur, combien de personnes seront nécessaires, combien de ressources il faudra, et il faudra accorder une attention particulière au nombre de passagers. En effet, la diversité génétique est très importante ici. S'il n'y a pas assez de personnes, alors sur une telle durée, surtout sur 6300 ans, la majeure partie de l'équipage présentera des anomalies génétiques. Les scientifiques estiment que, pour assurer un développement stable de la population, il faudrait emmener au moins 500 personnes à bord du vaisseau. Et il faut fournir au moins des commodités de base à un tel nombre de personnes, par exemple la gravité. Sans elle, les gens développeront avec le temps des problèmes de santé, surtout osseux. Ici, nous avons de la chance, car nous savons déjà comment créer une gravité artificielle. Pour cela, nous pouvons construire une structure annulaire rotative qui sera placée à la base du vaisseau. Les scientifiques ont calculé que pour nourrir 500 personnes, il faudrait une surface de 0,45 km² où tout le nécessaire serait stocké. Si l'on compare cela à la taille approximative du vaisseau spatial, la zone de stockage des provisions occupera clairement plus d'espace que l'appareil lui-même. Dans ce cas, nous avons deux options. Soit plusieurs autres vaisseaux transportant de la nourriture doivent même suivre le vaisseau principal, soit il faut réduire au maximum la surface de cette zone. Nous devrons clairement abandonner l'idée d'élever du bétail et nous concentrer plutôt sur la culture de plantes à haute valeur nutritive. Mais là encore, pour cela, il nous faudrait une vingtaine de vaisseaux spatiaux. Et en réalité, le problème de la nourriture n'est pas aussi grave que celui de l'approvisionnement en eau. Pour assurer une vie normale à 500 personnes, il faut environ 1000 litres d'eau par jour, et cela sans compter l'eau nécessaire à la culture de différentes plantes. Ainsi, le minimum quotidien d'eau augmenterait plusieurs fois. Il faudrait donc des réservoirs d'eau et des stations de recyclage de l'eau. Cela représente au moins un vaisseau spatial de plus. Comme vous pouvez le voir, notre vaisseau spatial ne cesse de grandir et nous devrions plutôt mettre l'accent sur le recyclage de l'eau que sur le transport de plus grandes réserves. Cela permettrait de réduire considérablement la taille du vaisseau. Il n'y a qu'un seul avantage à avoir un grand nombre de réservoirs d'eau. C'est la protection contre les radiations et ce n'est jamais de trop, compte tenu du temps que le vaisseau passerait en voyage. Et un autre composant sans lequel nous ne pourrions pas voyager, c'est l'oxygène, ou plus précisément des réserves suffisantes d'oxygène. Il nous faut un mécanisme efficace pour recycler le dioxyde de carbone en oxygène. De telles technologies existent déjà sur les vaisseaux spatiaux modernes. Cependant, il est fort probable qu'un seul mécanisme de recyclage ne suffira pas pour un si grand nombre de personnes. Il sera nécessaire d'assurer à bord une quantité optimale de végétation afin de permettre également une recirculation naturelle de l'air. Dans ce contexte, les scientifiques peuvent créer un système de biosphère autonome. Nous avons de très bonnes perspectives dans ce domaine. Nous pensons avoir pris en compte tous les aspects pour acheminer l'équipage jusqu'à destination. Cependant, en réalité, ce n'est pas tout. Imaginez seulement ce que ressentirait une personne qui se retrouve non seulement loin de chez elle, mais aussi loin de sa planète natale. Quel stress, quelles angoisses intérieures éprouverait-elle étant complètement isolée de sa vie habituelle ? Dans une telle situation, la capacité de travail diminue également.
La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Il ne faut pas l'ignorer. Comment réduire le stress de l'équipage ? Nous pourrions combler l'aspect du développement culturel en organisant des projections de films et en soutenant l'activité créative. Mais cela reste insuffisant. Le sentiment d'être coupé du monde réel ne disparaîtra pas. Ici, les scientifiques pourraient utiliser l'intelligence artificielle. On pourrait fournir à l'équipage des robots psychologues spéciaux, qui seraient basés sur la technologie de l'intelligence artificielle. Ils prendraient la responsabilité de maintenir l'état psychologique des personnes. On pourrait également envisager d'intégrer des technologies de réalité virtuelle à l'aide de lunettes réalité virtuelle. Les gens pourraient ainsi se retrouver dans une atmosphère familière pour eux, dans leur appartement, dans la nature, au bord de la mer, etc. On pourrait également travailler sur la reproduction d'odeurs familières. Pour l'instant, cela ressemble davantage à des rêves, mais qui sait comment les choses évolueront pour la prochaine génération. Peut-être que nous sous-estimons simplement nos enfants. Nous avons tant de fois parlé de Mars, de ce qui se cache à sa surface et en son sein, pourtant la planète rouge continue de nous surprendre. Par exemple, cet ensemble de cratères et de lacs ressemble vraiment à un ange. Cela paraît à la fois magnifique et effrayant. D'immenses ailes s'étendent sur des centaines de kilomètres et l'auréole pourrait contenir une grande ville. Comment ce dessin étrange est-il apparu ? Est-ce une coïncidence ? Et qu'y a-t-il d'autre d'inhabituel et d'effrayant sur la planète rouge ? Vous vous rappelez sûrement l'histoire où l'on aurait trouvé sur Mars quelque chose ressemblant à des couverts. Le rover Curiosity a suggéré une possible implication dans cette affaire. En fait, sur l'une des photos, on a remarqué une porte dans la roche, mais elle ne mesurait qu'environ 30 cm de haut. Mais cela nous pousse à envisager la version concernant toutes sortes de créatures naines. Cependant, les fantasmes des gens ordinaires se sont heurtés à la dure réalité. Les scientifiques ont souvent affirmé qu'il s'agit simplement d'une fissure typique, fréquente sur les rochers de Mars. Toutes sortes de choses mystiques ont commencé à être remarquées sur Mars un peu plus tôt. 1976, c'est à ce moment-là que des photos de la région de l'hémisphère nord de Mars appelée Cydonia ont été prises. Tout irait bien, mais beaucoup de gens ont distingué parmi le tas de pierres un immense visage humain. Les gens y ont cru jusqu'à la fin des années 80, lorsque des photos de la même région, prises sous un autre angle, ont montré qu'elle ne ressemblait plus à un visage humain. La photo de 1976 ne montrait qu'un simple jeu de lumière. Voici un second exemple où un phénomène anormal sur Mars s'est révélé être une simple illusion de l'imagination humaine. Pourquoi avons-nous ce désir irrésistible d'expliquer des phénomènes tout à fait ordinaires par quelque chose d'extraordinaire, d'inhabituel ? Pourquoi voit-on parfois la Vierge Marie dans des traces de pluie sur un mur ? Disons-le ainsi, l'être humain a une capacité vraiment étonnante à reconnaître rapidement des formes et des images familières. Dans les temps anciens, cette compétence était indispensable pour détecter le danger à temps. Aujourd'hui, nous utilisons cette capacité unique pour des choses insignifiantes, comme voir un visage dans des pierres. Notre conscience nous propose involontairement des images familières et nous ne pouvons plus les ignorer dans des objets ordinaires. Mais que se passerait-il si malgré tout, nous ne pouvions pas expliquer rationnellement tous les phénomènes sur Mars ? Il doit bien y avoir quelque chose, n'est-ce pas ? Oh, en réalité, même à notre époque, il y a eu plein de théories folles. Par exemple, saviez-vous qu'il y a toute une forêt sur Mars et qu'elle peut devenir plus dense ou au contraire s'éclaircir ? Du moins, c'est ce que pensait l'auteur de l'Odyssée de l'espace, Arthur Clarke, en 2001. Il est arrivé à cette conclusion en examinant de nouvelles images de la planète rouge. L'écrivain pensait que cette forêt nourrissait les Martiens. Exactement. Plus tard, les scientifiques ont émis l'hypothèse que la forêt était en réalité des formations de glace sèche, composées de dioxyde de carbone. Parfois, de tels amas deviennent plus denses, car la glace sèche fond périodiquement et regèle ensuite. 10 ans plus tard, les théories folles continuaient encore. À l'époque, un blogueur nommé David Martinez a découvert sur Mars la station biologique Alpha, une colonie d'êtres inconnus. Martinez pense que nous voyons le sommet d'une immense structure souterraine qui pourrait servir de bunker. Mais ici, les scientifiques ont proposé une autre version. Selon eux, le bunker n'est qu'un simple jeu de lumière capturé par les caméras. Certains estiment qu'il est étrange d'avoir autant d'explications banales pour des choses inhabituelles. Et si les scientifiques s'étaient en trompés dans tous ces cas ? Cela s'est déjà produit dans l'histoire. Dès le 19e siècle, des scientifiques ont envisagé qu'il y avait eu de l'eau sur Mars.
Plus tard, on a découvert que ces rivières, geysers et lacs étaient en fait des montagnes et des traces d'impact de météorites. Il semblait que cette hypothèse avait définitivement cessé d'être viable. La communauté scientifique a même commencé à qualifier cela de plus grande honte. Comme vous le savez déjà, un tournant inattendu est survenu dans cette histoire. Nous avons obtenu une image du cratère et de sa traînée. Le cratère vient probablement d'une météorite, mais la traînée est encore plus intéressante. Sa structure indiquait que de l'eau y avait autrefois coulé, ce qui signifie qu'il y a bien eu de l'eau sur Mars et que les astronomes du 19e siècle avaient raison. Et cette découverte inattendue a rapidement permis de trouver d'autres zones où de l'eau aurait pu exister. D'autres détails encore plus intéressants ont aussi été découverts. Le rover Opportunity, en 2004, a découvert d'étranges objets de la taille de petites balles. Cela a de nouveau provoqué une vague de discussions animées. Il s'est avéré plus tard que ces objets étaient faits d'hématite, un minéral de fer, et qu'ils n'auraient pu se former qu'au contact de l'eau. Et cela ne signifie qu'une chose, il y avait de l'eau dans cette région il n'y a pas si longtemps. Cela signifiait qu'il était possible de trouver des traces de bactéries spécifiques dans le sol martien. Dans l'histoire de l'exploration de Mars, il s'est passé toutes sortes de choses. Il est même arrivé que des scientifiques découvrent un objet étrange, manifestement d'origine non naturelle, qui s'est ensuite révélé être un fragment perdu du rover martien. Et nous en sommes terrain sûrs, ce n'est pas la fin. Mars nous réservera encore beaucoup d'énigmes intéressantes. Une seule chose reste un mystère pour nous, leur explication sera-t-elle rationnelle ? Nous pouvons discuter des vastes étendues de l'espace pendant des jours et avoir toujours quelque chose d'intéressant à dire. C'est pourquoi nous vous proposons maintenant de profiter d'une sélection de faits insolites, non seulement sur le système solaire, mais aussi sur l'univers dans son ensemble. Que se passerait-il si la Lune s'approchait de la Terre et si des trous noirs entraient en collision? Et quelles ont été les dernières paroles du rover martien Opportunity? Vous êtes-vous déjà demandé si les journées sur Terre devenaient plus longues? Vous pourriez penser que c'est juste une impression, mais en réalité, c'est un fait scientifique confirmé. La raison en est la Lune, qui s'éloigne de notre planète de près de 4 cm chaque année. Cela peut paraître insignifiant, mais sur des milliards d'années, c'est une grande distance. Il y a 1,4 milliard d'années, une journée ne durait qu'une heure. Auriez-vous eu le temps de faire beaucoup en si peu de temps? D'après les scientifiques, dans 1 milliard d'années, une journée comptera 28 heures. Vous avez sûrement déjà vu cette photo sur Internet. Aujourd'hui, elle semble tout à fait ordinaire. Après tout, nous en savons tellement sur ce qui se trouve au-delà de la Terre. Aujourd'hui, il nous paraît tout à fait normal de pouvoir aller dans l'espace. Cependant, en réalité, l'histoire de cette photo n'est pas seulement intéressante, mais aussi quelque peu effrayante. On y voit l'astronaute américain Bruce McCandless-Lui, qui est devenu le premier homme de l'histoire à travailler dans l'espace sans attache de sécurité. C'est-à-dire qu'aucun câble spécial ne le reliait au vaisseau spatial, et Bruce McCandless s'est éloigné de la navette de 100 mètres. Réfléchissez-y, il était seul dans l'espace ouvert. En cas d'imprévu, rien n'assurait que McCandless reçoive de l'aide à temps, mais l'astronaute n'en avait pas peur. En répondant aux questions des journalistes sur ce qui l'avait vraiment effrayé, il disait simplement qu'il avait eu très froid. Cette question peut vous sembler étrange, mais savez-vous quelles ont été les dernières paroles du rover Opportunity? Il faut d'abord dire que ce rover a dépassé toutes les attentes. Au départ, les scientifiques pensaient qu'Opportunity ne resterait sur Mars que 90 jours, mais l'appareil a accompli sa mission là-bas pendant 14 longues années. En 2018, une forte tempête de poussière sur Mars a perturbé le fonctionnement du rover. Le froid intense a aggravé la situation. Les panneaux solaires sont restés inactifs longtemps, déchargeant les systèmes principaux, empêchant Opportunity de fonctionner. On dit qu'il a eu le temps d'envoyer ses derniers mots sur Terre. La batterie est presque déchargée, il fait de plus en plus sombre. À l'époque, cela a beaucoup ému les internautes. En poursuivant notre discussion sur Mars, nous pouvons voir de quelle couleur est son ciel au coucher du soleil. Nous sommes habitués à nos couchers de soleil terrestres lorsque les nuages prennent des teintes rose pâle ou rouge. Comme on peut le voir sur les photos prises par différents rovers martiens, le coucher de soleil là-bas est de couleur bleuâtre.
Cette teinte apparaît parce que la lumière bleue pénètre davantage en raison de la grande quantité de poussière à la surface de la planète. On peut aussi remarquer que le Soleil paraît beaucoup plus petit que depuis la Terre. Cela s'explique évidemment par la plus grande distance entre les corps célestes. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si la Lune se rapprochait de la Terre ? Si cela arrivait dans la réalité, les conséquences les plus évidentes seraient que de nombreuses zones côtières seraient submergées par l'océan. À cela s'ajouteraient des éruptions volcaniques régulières et des tremblements de terre. Notre planète serait secouée à chaque seconde. Lorsque la distance entre la Lune et la Terre diminuera encore davantage, le satellite sera simplement déchiré en morceaux et les fragments de la Lune formeront un système d'anneaux autour de la Terre. Après de telles secousses, seule une petite partie de la population parviendra à survivre. Parmi les avantages d'un tel scénario, ils auront une vue vraiment étonnante sur le ciel. Parmi les inconvénients, il y aura une pluie de météorites composée de poussière lunaire chaque nuit. Que se passe-t-il, selon vous, quand deux trous noirs entrent en collision ? Comme quand on jette une pierre dans un lac, des cercles apparaissent à la surface. Il se produit un phénomène similaire avec les trous noirs. Lorsqu'elles entrent en collision, leur tissu spatio-temporel est secoué par des ondes qui se déplacent à la vitesse de la lumière, et jusqu'en 2015, nous ne savions pas avec certitude si un tel processus se produisait réellement. Et il était important de le savoir, car cela confirmait la validité de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Et il y a 9 ans, les scientifiques ont détecté ces vibrations à l'aide de l'observatoire interférométrique à laser des ondes gravitationnelles, abrégé en observatoire interférométrique à laser des ondes gravitationnelles. En général, il est très difficile de détecter les trous noirs. L'occasion se présente le plus souvent lorsqu'ils absorbent de la matière. C'est pourquoi les scientifiques ont eu des difficultés à obtenir des images de tels objets. Cependant, ils y sont tout de même parvenus. Ils ont réussi à obtenir des images de 2 trous noirs, Sagittarius A, et des objets de la galaxie M87. Ce qui est intéressant, c'est la méthode par laquelle les scientifiques ont réussi. Ils ont tout simplement créé un télescope de la taille de la Terre. Oui, nous ne plaisantons pas. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'un unique télescope complet, mais d'un système complexe de télescopes terrestres. Ainsi, en recueillant les données de tous les appareils, nous avons obtenu de véritables images de trous noirs. Nous n'avons pas d'image de la plupart des trous noirs connus, mais certains d'entre eux n'en restent pas moins effrayants, comme par exemple Phénix A. Ce trou noir est tellement immense qu'il dépasse en taille certaines galaxies. Il nous faudrait 71 jours à bord d'un vaisseau spatial pour en faire le tour complet. Le plus effrayant, c'est que le trou noir grandit avec le temps. Qu'est-ce qui va lui arriver ensuite? Et surtout, qu'adviendra-t-il des objets qui ont eu la malchance de se trouver à proximité? Connaissez-vous l'étoile Bételgeuse? C'est l'astre le plus brillant après Rigel dans la constellation d'Orion et il se comporte souvent de façon assez anormale. Parfois, il devient plus lumineux, puis au contraire, il s'affaiblit. Chaque jour, de fortes éruptions surviennent sur cette étoile. Des études récentes indiquent que Bételgeuse a peu de temps à vivre. Elle va bientôt exploser. Mais qu'arrivera-t-il à la Terre? Comment cela nous impactera-t-il? Nous pouvons vous dire que l'étoile a soit déjà explosé, soit elle explosera très bientôt, et la bonne nouvelle, c'est que nous ne le remarquerons pas avant très longtemps. Tout simplement, Bételgeuse se trouve à une distance de 500 années-lumière de la Terre. C'est pourquoi nous la voyons encore intacte. Mais si la distance était, disons, de 50 années-lumière, alors là, nous ne serions vraiment pas en sécurité. Il y a aussi eu des histoires très tristes. Des créatures innocentes deviennent parfois victimes des ambitions scientifiques, comme Laika la chienne. Elle est devenue le premier être vivant envoyé dans l'espace en 1957. À cette époque, l'Union des républiques socialistes soviétiques faisait tout pour devancer les États-Unis dans la course à l'espace et envoyer un homme dans l'espace au plus vite. Cependant, avant cela, il fallait comprendre comment l'absence de gravité affecte l'organisme. Il a donc été décidé d'envoyer d'abord un chien errant. Laika a justement été trouvée dans une des rues de Moscou. Elle m'a été placée dans une petite cabine, il y avait peu d'espace, et le pouls d'argent de Laika s'est rapidement accéléré. Au bout de 6 heures, la chienne est morte dans d'atroces souffrances. Il est effrayant d'imaginer ce qu'elle a vécu dans ces derniers instants. Ce sacrifice a offert une aide précieuse à la science spatiale et sauvé de nombreuses vies parmi les premiers explorateurs de l'espace. En réalité, il y a encore tant de choses que nous ignorons sur l'espace. Il ne cesse de nous surprendre et continue d'émerveiller notre esprit aujourd'hui. Et quel fait vous a le plus étonné? Eh bien, terrien, la vidéo continue. D'autres épisodes passionnants et spectaculaires nous attendent.
Mais pour que je puisse continuer à vous ravir avec tous les personnages des vastes étendues de l'univers, j'ai besoin de votre retour. Vous pouvez l'exprimer très simplement. Il suffit de mettre un like électronique sous cette vidéo, car nous n'avons tout simplement pas d'autres likes, et je connais la suite de la phrase. Ainsi, vous montrerez que nous progressons bien. Restez sur cette chaîne.